Salut à tous, c'est Bismart. Alors, trois facettes de la crise, voilà, on va dire ça comme ça. D'abord, l'impact total, absolu sur le secteur du tourisme. Jean-François Rial, voyageur du monde. L'interview est évidemment assez impressionnante, vous allez voir ça, c'est passionnant et la réflexion de Jean-François Rial est vraiment passionnante. Ensuite, les grands vainqueurs, le e-commerce. Et alors, au cœur du e-commerce, le modèle Amazon, le phénomène Amazon, étudié par le patron d'Avas Paris. Il a écrit un petit bouquin très intéressant autour d'Amazon, avec notamment cette question, qu'est-ce qui pourrait menacer Amazon ? Spoiler alerte, comme ils disent sur les réseaux sociaux, pas grand-chose, je vous le dis d'ores et déjà. Et puis on terminera alors avec une interview que j'ai adorée. L'histoire de cette crise racontée par ceux qui sont en train de l'affronter, mais les grands patrons. Et c'est le projet d'une entreprise qui s'appelle Perles d'Histoire, mais vous verrez ça à la fin de l'émission. C'est parti. On repart avec Jean-François Rial qui est avec nous, le PDG de Voyageurs du Monde. Salut Jean-François. Bonjour Stéphane. On s'était parlé avant les vacances, je crois, avant les vacances, où j'avais appris, Jean-François, je le dis. Alors d'ailleurs, allez voir, l'émission elle est toujours disponible, Smart Stratégie. Pendant une demi-heure, tu nous avais détaillé ta stratégie et en gros, tu m'avais dit, Jean-François, nous, a priori, on a 2 ans devant nous. À l'époque, on était à 0, c'est-à-dire c'était la levée du premier confinement, etc. C'est ça. Tu disais, j'ai 2 ans devant moi. C'est ça. Donc, moi, je voulais savoir où t'en étais. C'est-à-dire, d'abord, est-ce que on arrive dans les interstices que laisse la législation, les fermetures des frontières ici ou là? Est-ce qu'on arrive encore à faire un petit peu de voyage? Et sinon, comment est-ce qu'on occupe ce temps? À ce moment-là, je pense que ni toi ni moi, on pensait qu'on en serait encore là en février, enfin mars maintenant, là, voilà. Donc voilà, je voulais prendre de tes nouvelles. Je dirais qu'on n'a pas changé sur le timing, on tient toujours à peu près, par rapport à mars dernier, à peu près 2 ans, sans toucher au PGE. Je précise bien, parce qu'on tient beaucoup plus longtemps si on utilise notre PGE. On a 50 millions d'euros de PGE. Ça, c'est le fruit de 25 ans de bénéfices et de pas de dette. Pas faire de LBO, pas faire des montages compliqués, tout ça, donc ça donne du confort. Et le fruit aussi, quand même, de tous les dispositifs d'aide qui font que les gars sont au chômage partiel. Énorme dispositif d'aide du gouvernement, bien sûr, sur le chômage partiel en particulier. Maintenant, l'activité, elle était remontée à 30% en décembre, janvier. Et là, malgré tous les interstices que vous avez évoqués, elle est repassée à 5%, c'est-à-dire à peu près à 0, quoi. C'est-à-dire qu'on est reparti à 0, parce que on peut voyager en France et en Europe, mais en France et en Europe, en gros, on a le Covid partout. C'est du semi-confinement ou du confinement de fait partout, donc c'est quand même pas très génial de voyager. Et puis après, à l'étranger, on nous a fortement interdit de le faire. Donc nous, évidemment, on respecte la règle. Même si, effectivement, vous pouvez tout à fait passer par une capitale européenne et aller n'importe où dans le monde, parce que le truc est absurde. Mais, globalement, nos clients ne le font pas. Et puis, nous, on ne l'encourage pas. Donc, parce que voilà. j'ai vu, tu as fait une série de tweets, justement, contre la fermeture des frontières. Je ne suis pas contre la fermeture des frontières. Je suis contre la fermeture des frontières qui est idiote. C'est-à-dire que si vous fermez les frontières... Soit vous appliquez toute la même politique sanitaire en Europe et vous fermez toutes les frontières européennes, soit vous fermez la France, très bien. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut fermer en priorité, c'est les frontières terrestres européennes, parce que c'est là où vous avez les flux et c'est là où vous avez les contaminations. Parce que sur les frontières internationales, c'est le seul endroit où vous pouvez contrôler 100% des entrées par un test PCR à l'embarquement et un test antigénique rapide à l'arrivée. Donc on est dans un truc qui est absurde. Et d'ailleurs... Mais Jean-François... L'histoire, les pauvres gars qui sont au Costa Rica, là. Oui. En fait, parce que quand j'ai lu ton truc, j'ai dit, il a raison. Oui. Et puis est arrivée l'histoire du Costa Rica, et j'ai compris. Exact. C'est-à-dire que là, en fait, le gouvernement français, à un moment, ils vont être obligés d'aller les chercher, les gars. C'est-à-dire, tu te retrouves, si tu fermes pas, en fait, ces frontières extérieures, tu vas te retrouver avec une centaine de groupes comme ça partout dans le monde, dont tu es responsable in fine, tu peux pas t'en sortir, à la fin, ça te retombe et tu dois faire des opérations de rapatriement. Mais je suis pas d'accord avec toi, parce que de toute façon... ça existe en Europe et tu les fais bien revenir. Mais oui, mais en Europe, c'est facile de les faire revenir. Par ailleurs, non, Stéphane, c'est pas vrai, parce que quand tu es quelqu'un qui est positif à l'étranger, eh bien, il reste à l'étranger pendant 8 jours, pendant 10 jours, le temps de devenir négatif. Et après, il rentre. Oui, mais tu donc restes c'est à un faux l'étranger problème. Dans des conditions européennes. Moi, j'entendais ces gens-là. En fait, le pire, c'était pas qu'ils restent bloqués au Costa Rica. C'est qu'à un moment, ils deviennent des parias, quoi. Je comprends ce que tu dis, sauf que c'est pas parce que tu as fermé les frontières qu'on est contre ce problème. Si tu avais laissé les frontières ouvertes, tu aurais eu le même problème. Parce qu'ils n'auraient pas eu le droit d'embarquer. Fois 100. Non, je crois pas.
Je crois pas. Parce que la preuve, on en a eu plein en janvier, février, en décembre. On a eu plein de gens qui ont voyagé, ils n'ont pas eu ce problème. Parce que la probabilité, quand tu pars voyager, déjà, tu es négatif. Après, il faut que tu prennes le virus sur place. Tu le chopes là-bas, voilà, c'est ça. Et il n'y en a pas beaucoup. Nous, ça ne nous est pas arrivé. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Mais je crois que cette mesure de fermeture de frontières est une mesure qui, sanitairement, n'est pas efficace. J'en suis convaincu. Tu le dis toi-même, ça aurait été anecdotique de toute façon. Parce qu'il y a... Oui, voilà. Oui, je reconnais. Tout à fait. On n'arrive pas là à se projeter dans un projet de voyage. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et Dieu sait qu'on en a marre. Qu'on aimerait bien. Mais on n'y arrive pas. C'est clair. Comment t'organises tout ça? C'est-à-dire, est-ce que j'ai entendu 2-3 fois la phrase qui me plaisait énormément. Je crois que le premier à l'avoir prononcé, c'était Laurent Vimon, le patron de Century 21 pendant le premier confinement. Les bateaux sont taqués à cause de la tempête. Je répare les filets de pêche. C'est-à-dire, en fait, je me projette sur le futur et ça me donne du temps, et Dieu sait que t'en as, pour améliorer mon offre. Alors, honnêtement, chez nous, non. Chez nous, non, parce que d'abord, je pense que tous les agrégats post-Covid, tout ce qu'il faut faire post-Covid, on l'avait déjà. Ouais. Donc déjà, on a moins besoin. Par contre, donc c'est quoi? C'est le voyage individuel? Le voyage individuel, un voyage plus écolo, plus respectueux de la planète, moins tourisme de masse. Je dirais tout ce qui fait d'ailleurs plus ou moins juste, hein, toutes les informations négatives qui sont assimilées au Covid. Plus ou moins juste, c'est même pas le problème, c'est que c'est perçu comme ça. Donc un voyage plus respectueux de la planète et des hommes. Bon, et nous là-dessus, on est très fort, naturellement. Bon. Donc on n'a pas tellement besoin d'évoluer là-dessus, on est très 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 costaud. Par contre, moi je suis suroccupé parce que je suis en première ligne pour ma profession. Donc moi je suis suroccupé, j'ai jamais autant travaillé de ma vie parce que je discute avec Jean-Baptiste Lemoyne, avec Bruno Le Maire, des aides gouvernementales, comment ça marche. D'ailleurs, ce qu'ils font, c'est vachement bien. Ça m'intéresse. Ah oui. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que ce qu'ils font, c'est très bien. Globalement, ils nous aident. Là où ça ne va pas, c'est que paradoxalement, ils n'en tirent pas complètement le bénéfice politique. Pourquoi? Parce que c'est toujours au dernier moment. Ça manque de lisibilité. Si tu veux, nous, on est en activité complètement arrêtée. Nous dire qu'on aura le chômage partiel jusqu'à fin juin, c'est pas compliqué. Quitte à y mettre des garde-fous, style baisse de 90% de l'activité. Mais c'est pas ça qu'ils font. C'est que pour des raisons de machinerie gouvernementale un peu complexes, chaque mois, ils nous redonnent un mois. Et donc, on a la double peine, pour moi, de manque de lisibilité. On n'a pas la lisibilité sur l'activité et on n'a pas la lisibilité sur les coûts. Et par exemple, Stéphane, l'aide qu'ils nous proposent de 70% de prise en charge des 70% des charges fixes, parce qu'on a un secteur ultra sinistré, c'est vachement bien. Ça veut dire qu'on a 30% de reste à charge. 70% des charges fixes. Ouais. Sur présentation de ton bilan de l'année précédente. Voilà. Et donc ça c'est très très bien, sauf qu'ils n'arrivent pas à le sortir dans les décrets parce que il y a des arbitrages à faire sur tel ou tel point. Et du coup, ce manque de lisibilité, qu'est-ce que ça génère chez les entrepreneurs du voyage? Le truc qu'ils ne veulent pas, ils licencient. Parce que les gars sont dans le stress en permanence. Mais oui, mais bien sûr, on sait bien ce que c'est quand on est une entreprise. Et donc, si tu veux, moi, ce que je n'arrête pas de leur dire, ce que vous faites, c'est vachement bien, franchement, et puis Lemoyne nous défend à fond, Bruno Le Maire nous a toujours aidés, sauf que la machinerie administrative, elle est trop longue, et le président Macron est le premier à le dire, je veux de la lisibilité pour les entreprises. Alors, nous, on ne peut pas la demander pour l'activité. On ne peut pas leur demander de nous dire à quelle date ils vont nous réouvrir les frontières. Ça, c'est pas possible. Ou alors, on est un poujadiste, lobbyiste, irresponsable. On ne peut pas leur demander ça. Par contre, moi, je leur demande de la lisibilité sur les aides, quitte à les conditionner à une baisse d'activité très, très forte. Au moins, ça serait clair. Mais la machine administrative est très complexe. C'est vraiment ça qui est intéressant dans cette histoire. C'est la machine administrative où c'est, tu sais, ce fameux truc des entreprises zombies, c'est-à-dire que, et je le comprends aussi, t'as peur, t'as des tas de secteurs finalement, enfin, je pense aux restaurateurs, il y a des gars qui travaillent plus depuis 1 an. Bon, à un moment, il va falloir repartir le plus vite possible. C'est pas faux. Donc il y a cette idée, je ne sais pas si c'est intellectualisé, mais cette idée de mettre en tension la machine en permanence. Mais Stéphane, il y a une solution à ça. Tu dis... Et pareil pour les PGE d'ailleurs. C'est la même chose. Tu dis, je mets des conditions aux aides. 1, baisse d'activité très 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 forte. 2, les entreprises qui perdaient de l'argent avant le Covid et qui avaient des fonds propres négatifs, donc qui étaient ce que tu appelles les entreprises zombies, je ne les aide pas. Pas de problème. Pas de problème. Ou alors je les aide sur mesure parce que je fais une analyse précise, particulière, etc. etc. Mais
C'est Ouais, non, mais normal, je c'est comprends, l'État, c'est compliqué parce que il y a le cabinet du ministre en charge, il y a l'administration du ministre en charge, ensuite il y a d'autres administrations et d'autres ministres, donc il y a des arbitrages interministériels, ça remonte à Matignon, l'Élysée donne son avis, et tout ça, ça prend des semaines et des semaines et des semaines. Je vais te raconter un exemple caricatural. Vas-y. Caricatural. Ils nous disent, ils acceptent de nous aider sur ce qu'on appelle le reste à charge sur les congés payés. Parce que quand on est à 100% de chômage partiel, en fait, on a 15% de coûts. Congés payés et jours fériés. Les restaurateurs obtiennent ça, magnifique, et ils nous proposent de rentrer dans le système, nous, les agents de voyage, pour à peu près la moitié du coût. Très bien, parfait. Ils nous pondent le décret le 31 décembre. On devait les consommer en janvier. Hein. Bon. Et ils nous mettent un rabot de 30%. Je ne dis pas que le rabot est injustifié. Pourquoi ils mettent un rabot de 30% Je ne sais pas. Je ne dis pas qu'il est injustifié, je dis qu'on doit être prévenu. Mais ouais. Je dis qu'on doit, on se met d'accord sur des conditions. On discute des semaines et des semaines et des semaines. Et tout d'un coup, et moi je suis sûr que les ministres n'y sont pour rien. Hein. Non. C'est un haut fonctionnaire de Bercy qui a au dernier moment. Je sais et ça pourquoi. c'est insupportable pour les entrepreneurs. Mais mets-toi à la place du gars là. Il est en train de signer des chèques en blanc. Il le sait. Et tous les jours, il signe des chèques en blanc. Stéphane, et il a un espèce de montant qui gonfle. Oui, mais et tous les jours, il se dit... Il n'a pas été élu, ce monsieur. Ah, mais d'accord. Il n'a pas le pouvoir politique. Après, c'est est-ce qu'on aide les entreprises, est-ce qu'on aide les secteurs, est-ce qu'on fabrique de la dette à 220% du PIB, à 150% du PIB, qu'est-ce qu'on va faire de cette dette? Ce débat, il est légitime. Je ne dis pas le contraire. Mais à partir du moment où tu dis à des entrepreneurs, voilà ce que je vous donne, voilà le cadre, et voilà comment ça va marcher. Ouais, mais enfin, normalement, alors là-dessus, et puis surtout avec Bruno Le Maire quand même, t'as un ministre qui a suffisamment d'autorité sur une administration. Normalement, s'il l'a décidé, oui, c'est peut-être forcément... un peu trop gentil avec lui, tu vois, parce que je pense que s'il l'a décidé, il est en capacité d'obtenir ce qu'il veut. Oui, mais là, Bruno Le Maire. Comme c'est des congés payés, c'est le cabinet d'Elisabeth Borne. Ouais. Et je suis pas sûr que. Elle sait faire aussi, Elisabeth Borne. Hein. Bah oui, mais en tout cas, oui, mais. Pour le coup, c'est une vraie technicienne et praticienne de l'administration. On est d'accord, Stéphane, mais quand le décret il est sorti, c'est trop tard. Tu peux plus rien faire. Ouais. Parce que c'est dans le décret qu'il y avait ce rapport de 30%. Mais oui. Et on aurait été prévenu 2 heures avant, on aurait une petite chance. Ouais. Mais non. Et les restaurateurs, nous, on a tous été dans le même bateau. Et c'est ça que si tu veux, c'est ça que je ne comprends pas. Soit tu aides, par exemple, plutôt que de faire ça, ou de mettre des minimums ou des maximums sur les 30%, 70% de charges fixes. Très bien, qu'ils mettent 60%. Qui mettent 50%. Visibilité, quoi. Mais voilà. Donne-nous un cap, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Comment parce que quand même, l'arrêt du 4e terminal, là, à Roissy. Je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison parce que, d'abord, les 3 terminaux de Roissy ont des capacités très importantes. On peut vraiment monter en puissance. Et surtout à Orly, on a des capacités, ça personne ne le dit, parce que c'est politiquement incorrect, parce qu'on a fermé l'aéroport à minuit, parce que ceci, parce que ça. Mais oui, parce qu'à Orly, tu survoles du monde quand même. Oui, sauf que les avions font plus de bruit, que les avions ont beaucoup évolué. Non, les dernières générations n'en font plus. Non. Tu verras. Écoute-moi bien. Orly, moi je te T'entends les oiseaux. Non. Moi je te dis qu'à Orly, les capacités des slots vont être augmentées. Je le sens, je le sais, c'est mon feeling. D'accord. Donc, voilà. Puis par ailleurs, le train va exploser à Inter-Europe, là. Oui, mais le 4e de Roissy, c'est pas le train. Le 4e de Roissy, c'est non, la mais Chine. oui, mais le 4e de Roissy, tout ça, ça se raisonne global. Parce que les vols inter-européens, ils sont à Orly. Et donc, si tu libères de l'Orly, etc., tout ça, c'est global. Je ne suis pas très inquiet. Tu prends, ce matin, là, Augustin de Romanet, aéroport de Paris, il a donné une date encore plus lointaine sur le retour du trafic aérien à ce qu'il était en 2019. C'est-à-dire, il dit maintenant peut-être 2027-2029. Truc de dingue. J'aime beaucoup Augustin, mais je pense qu'il n'en sait rien. Moi, je pense que sur le tourisme, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Peut-être un peu moins sur le trafic à faire. Parce que sur le trafic à faire, l'utilisation des outils de travail à distance va rester pour partie. C'est-à-dire qu'il y a une vraie perte d'activité qui va rester à long terme. Mais sur le tourisme, j'y crois. Non, mais, oui, 25%. 25 ou même 30%. Mais c'est en gros moitié-moitié, Stéphane, entre, on va dire, ce qui est déplacement professionnel et déplacement personnel, tourisme. Donc ça veut dire que c'est 12% au total, 15% au total. Donc ça veut dire que moi je vais te dire, je pense qu'en 2023,
on aura retrouvé l'activité de 2019. Si on est dans l'idée qu'on si en sort cet en été. septembre, quoi. Si Voilà, on sort si on sort cet été. Évidemment, ça décale d'autant derrière. Voilà, mais si on est dans l'idée qu'en septembre, ça y est, on a tourné la page. Voilà, moi c'est ce que je crois. À moins qu'on ait une crise économique majeure à cause des volumétries de dette et qu'on ne soit pas capable de les résoudre. Non. Mais je pense qu'on va les résoudre. Non. Je ne suis pas très inquiet de ça, moi. T'as raison. Enfin, on le résoudra pas, mais on reportera le problème, tu sais. Oui, on va l'annuler sans l'annuler. Bon, si tu veux qu'on parle de ça, on peut en parler, mais alors à ce moment-là, c'est un trop gros. C'est ma marotte, donc si tu veux, on est voilà. Non. Est-ce que quand même, parce que tu dis, et on a commencé par là, tu dis, moi j'ai tout bon, on avait déjà coché toutes les cases du monde d'après. Enfin, toutes. Oui, mais t'as pas des concurrents qui tout à coup vont se réveiller là, ils vont dire, ouais, en fait, c'est Voyageurs du Monde qui avaient raison, on va faire tout pareil, et tout à coup venir te bousculer, venir... D'abord, je le souhaite, parce que ça ferait du bien au voyage et à la planète. Et aujourd'hui, nos concurrents, ils n'ont pas tellement les moyens de faire ça. Nos concurrents, ils sont en situation catastrophique, ils n'ont pas les réserves qu'on avait, ils sont en situation de risque de survie. Les plus grands voyagistes au monde qui sont allemands, il y en a déjà un qui a sauté, je pense que le deuxième, il n'en est pas très loin. C'est TUI, celui qui a sauté ? Non, c'est Thomas Cook qui a sauté. Thomas Cook qui a sauté et TUI qui est... TUI, on en est au volume d'aide, on a un volume d'aide du gouvernement fédéral allemand qui dépasse celui que la France fait auprès d'Air France. Hein. La vache ! Ah oui. On en est à 7, 8, 10 milliards. Hein. Donc, si tu veux... Ben oui, parce que c'est un modèle qui a tout intégré. Avion, hôtel, réceptif, agence de voyage. Dis-donc, à un moment, tu vas pas aller à Bruxelles en disant, dites donc, là, parce que ça fait beau. Non, c'est pas... Non, c'est pas mon truc, parce que je pense qu'on est très peu concurrents. Et que surtout, leur modèle est inadapté au voyage de demain. C'est un modèle du tourisme de masse. Où il faut avoir conscience que TUI envoie plus d'Allemands en Espagne qu'il y a de Français qui voyagent dans le monde entier. Mais ça veut dire que sur 25 ans, là, dans ton modèle de voyage, tu as construit, tu as l'impression, toi, des barrières à l'entrée considérables dans les relations que tu as pu nouer localement, etc. Oui, voilà, c'est ça. Très forte. Très forte dans le système de distribution. On est 100% en distribution directe. Dans la valeur ajoutée en termes de niveau de service qui va très loin. C'est-à-dire qu'on nous présente comme un voyagiste haut de gamme, mais en fait, on est un voyagiste très haut de gamme en service. Les prestations, ça peut être du low cost comme de la première classe. Mais dans le service, c'est du soft, c'est compliqué. Et il faut des années de savoir-faire humain pour pouvoir construire ça. Plus de la distribution directe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 150 000 clients dans le monde. 100% sont nos clients directs. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par le moindre distributeur. Donc on a un profiling hyper pointu. Tu voyages avec nous, on sait exactement ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire. Et chaque voyage est un voyage particulier, y compris sur un même itinéraire dans les mêmes hôtels. Tu vas faire le même voyage que moi, mais en fait, tu vas pas du tout faire le même voyage parce que dans ton contenu de voyage, je vais mettre des choses qui correspondent à ce que tu es. Voilà. Donc, tu vas gagner des parts de marché quand ça va repartir. C'est ta conviction, en fait. Voilà, c'est ce que je crois. Et puis, par ailleurs, on est très engagé sur les aspects sociaux, écologiques, environnementaux. On plante 3 millions d'arbres par an. On a des programmes qui sont incontestables d'absorption de carbone, que même les écologistes les plus ayatollahesques disent qu'ils sont valables. Parce que l'avion, le problème, il est très simple. Hein, c'est que soit tu fais comme les écologistes ayatollahesques, que tu le supprimes, soit tu absorbes le carbone que tu émets le temps de ta transition, parce qu'on ne peut pas faire sa transition dans les 15 ans qui viennent. Sauf que tout le monde veut compenser en ce moment. Ça s'appelle la compensation, tout le monde veut compenser. Oui, mais Stéphane, Total veut compenser. Oui, mais tu peux compenser. Là où ça ne va pas, moi je suis... tu ne peux pas compenser des activités qui sont transformables. Ça, c'est absurde. Parce que là, c'est... Oui, je comprends. Voilà. Par contre, des activités qui doivent se transformer, mais qui ne peuvent pas se transformer à court terme, comme l'avion, elles ont le droit de compenser. Je comprends. Mais à condition que la compensation soit additionnelle, c'est-à-dire que tu garantisses que ce que tu fais... Quand moi je vois des entreprises qui compensent en finançant des centrales éoliennes en Inde, c'est absurde, puisque ces centrales éoliennes doivent être faites dans le cadre de la transition énergétique d'ici 2050. Donc en fait... Oui, mais ça t'apporte les capitaux pour les faire. Oui, mais... C'est pas absurde du tout, Oui, mais Jean-François. ça accélère un peu le truc. Mais c'est pas parfait. Moi, je fais un truc qui est... Power Purchase Agreement. Moi, je fais PPA, quelque chose qui est 100% additionnel. Voilà. Et donc, je suis ayatollahesque dans l'ayatollah. Voilà. Et puis, par ailleurs, bien sûr, on espère qu'on aura un avion électrique ou un avion à hydrogène, mais pour les courts courriers, hein, en long courrier, ça marche pas. Ça marche pas. Et puis, la solution pour le long courrier, c'est probablement les carburants verts de seconde génération, à ceux qui n'utilisent pas du tout les terres agricoles. C'est dans 10 ans, ça. Oui, dans 15 ans. Voilà, comme tu dis, il y a une grosse transition. Voilà. J'ai une dernière question. L'ensemble de tes salariés, l'ensemble qui... la vie au chômage... C'est très difficile.
Ça, c'est le vrai sujet. Ça, c'est le vrai sujet. Alors, vas-y. C'est le vrai sujet. Ça. Alors, nous, d'abord, il y en a quand même un certain nombre qui travaillent, on va dire 20-25% à peu près, qui travaillent à tour de rôle, etc. Puis, il y a tous ceux qui ne travaillent pas, ou travaillent très peu. Eh bien, on leur parle. On leur parle. D'abord, moi, je leur fais moi-même, personnellement, tous les mois, tous nos salariés, je fais un petit Zoom, un Teams, etc., où je leur dis tout. Situation financière, négociation gouvernementale, comment je vois l'épidémie, comment je vois, etc., etc. Je leur dis tout, et puis après, ils ont le droit de me poser toutes les questions qu'ils veulent sans que j'ai été informé avant. Donc, transparence totale, une fois par mois, comme ça. Donc, on a gardé un lien très fort. Et puis, par ailleurs, mes directeurs, mes managers leur parlent par petits groupes, etc. Donc, on a bien réussi à animer l'entreprise, malgré le fait qu'on travaille à distance à 100%, nous, depuis 15 mars. On n'a pas remis les pieds au bureau. Mais il y en a pas mal. Et tu ne crois pas que tu vas perdre des talents ? Bien sûr. Bien sûr que je vais en perdre. Mais je ne vais pas en perdre beaucoup. Parce que, à moins que ça dure trop longtemps. C'est-à-dire que si ça dure encore 2 ans, bon. Ah non. Mais si ça dure, ce que je crois... Encore 3-4 mois, quoi. Jusqu'à cet été. Ouais. Parce qu'après, moi, je pense que les vaccins et la gestion des variants par les vaccins va prendre le dessus. Plus le fait que les personnes à risque seront toutes vaccinées, donc on aura moins de morts, donc on aura moins peur. Bon, moi, je pense qu'on va redémarrer à peu près cet été et à partir du mois de septembre, quoi. Ben, on se reparlera d'ici là. Ben oui, bien sûr. Jean-François Rial, le patron de Stéphane. Voyageurs du Monde, était notre invité sur Bismart. On repart donc les amis, on repart avec Amazon, alors Vincent Maillet. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors moi j'ai noté directeur général de H-Commerce, Ouais, voilà, filiale d'Avas, c'est ça Exactement. Voilà, filiale d'Avas. International en fait. Disons que je suis en train de développer, enfin ça fait 3 ans déjà, une structure qui est ouverte dans 7 pays déjà, dont le but est d'acculturer le réseau sur toutes les transformations du commerce dans le monde. Ah mais génial. Génial, je sais pas, c'est un vaste vaste boulot. Mais non, mais c'est une œuvre... Oui, c'est assez sympa. D'importance capitale. Ouais. Parce que justement, c'est ça le sujet. Ah ben c'est génial. Ouais. Parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas Bien sûr. feu sur Amazon. Le sujet, c'est mais les mecs, il faut vous y mettre. Bah, c'est un peu la raison du livre. Et j'ai pas compris le titre parce que je l'ai lu, et j'ai pas compris pourquoi. Parce que main basse sur le futur, vous vous dites oh putain, ça va être encore un gars qui va nous dire Amazon, c'est l'enfer. Pas du tout. Non. Vous expliquez, vous décryptez le sujet avec beaucoup d'objectivité. Oui. Quand je dis main basse sur le futur, ce qui est intéressant, et ce que j'essaie de faire passer à tous mes clients et à tous les distributeurs, voire tous les chefs d'entreprise de France, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez Elon Musk, Jeff Bezos, sont des gens qui ont réussi d'un point de vue opérationnel, par plein d'aspects. Mais ils ont aussi réussi parce qu'ils ont une vision. Et surtout, ils ont su projeter leur entreprise dans cette vision. Et ce que réussit Amazon, d'ailleurs, il y a toute une partie, tout un moment de développement d'Amazon où il a sidéré ses concurrents. Oui. Les gens étaient lapin pris dans les phares, c'est-à-dire, il y a Amazon, il faut qu'on arrête. En fait, on ne se pose même plus la question d'évoluer puisqu'il y a Amazon qui le fait. Et en gros, il a réussi ça. C'est-à-dire cette idée de, je me projette à 20 ou 30 ans, je vais vous montrer ce que sera la distribution dans 20 ans et je vais la fabriquer. Ouais. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. Ouais. Et donc, le titre, quand je dis main basse sur le futur, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est approprié le futur. Si vous regardez, maintenant, aujourd'hui, la distribution, elle est en train de converger vers ce que la vision de Jeff Bezos sur la distribution, sur sa façon à lui d'inventer le commerce. Oui. Alors, par plein d'aspects, il a raison. Vous racontez très bien. Et moi, je me souviens du moment, le premier jour où il parle des drones. Et je me souviens de l'éclat de rire général de l'ensemble des experts des drones, experts du monde aérien, experts du commerce. Ce Jeff Bezos, tu parles. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 8 ans. C'était 2013. Et voilà. C'était février 2013. C'est ça une vision. Et maintenant, ça ne fait de doute pour personne qu'un jour ça arrivera. Oui, enfin, ça a commencé d'ailleurs. Ça a commencé aux États-Unis, ça a commencé en Australie, ça a commencé en Norvège. Il y a déjà énormément de clients qui sont distribués par des drones. Ça a déjà commencé. Je ne parle pas des voitures autonomes, je ne parle pas de toutes ces choses-là. Mais en fait, la raison d'être de ce bouquin, c'est qu'au départ, moi, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre.
Je suis allé voir Amazon Go, le premier magasin Amazon Go à Seattle. Je suis revenu et puis on s'est dit bon super, on va faire un beau reportage sur un magasin, mais qu'est-ce qu'il y a à creuser? Et un journaliste du USA Today en fait a montré les brevets d'Amazon sur le magasin sans caisse. Alors voilà. Et donc on s'est mis à creuser. On a fait appel à un cabinet juridique en fait au sein d'Avas et on s'est mis à creuser. Et on a sorti des pages et des pages et des pages de dépôt de brevets. Et en gros qui éclaire clairement la vision de Jeff Bezos et la façon dont il est en train de révolutionner. Alors, pour le coup, j'ai appris des choses quand même dans votre bouquin. Ah, 10 000 brevets. Ouais. Je suis tombé de ma chaise. Ah non, mais c'est monstrueux. Amazon, les amis, Amazon possède 10 000, a déposé 10 000 brevets. Minimum. Parce qu'il y a toutes les filiales. Il y a plein Quand de filiales il fait, je ne savais pas cette histoire, quand il fait acheter en un clic, en fait, il a tous les brevets pour acheter en un clic. Bien sûr. Et personne, en fait, ne peut développer. Apple se retrouve coincé, en fait. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est fantastique. Ce qui est assez hallucinant, donc dans le livre, il y a deux parties. Il y a une première partie où j'ai voulu montrer en fait toutes les bonnes décisions qui avaient été prises par Jeff Bezos. Des décisions courageuses. Mais vous démarrez avec le magasin sans caisse. Oui, parce pourquoi est-ce que c'est le truc qui vous frappe le plus? J'ai trouvé ça, si vous voulez, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille pour les distributeurs. Grande surface alimentaire, grande surface spécialisée. Je les conseille en communication et ça fait 20 ans qu'on sait que la caisse est un point compliqué. C'est un point vraiment que les gens détestent. L'attente en caisse, et puis à l'heure où le temps est de plus en plus précieux, on supporte plus de machin. Régis Schultz disait, c'est 20% de mes surfaces, 20% de mon temps, 20% de mon chiffre d'affaires pour emmerder les gens. Ouais. J'adore cette phrase, c'est fascinant. Donc j'arrive à Seattle, je voulais voir ça. Donc j'arrive à Seattle, je télécharge l'application, je rentre mes codes, machin, c'est très simple, assez didactique et très simple. Et je passe la première fois le portique. La première fois, on n'a pas l'habitude de sortir d'un magasin sans payer. La première fois, on serre un peu des fesses, on dit, bon, ça va sonner. En plus, le compte Amazon était au nom de ma femme. Donc, le compte, c'était Catherine. Compte Amazon français. Je me suis dit, mais ça va pas bien se passer. Non, pas du tout. Ça passe. Nickel. Je paye. Vous recevez 2 mètres après avoir passé le portique. Vous recevez la facture. Tout ça est absolument fluide et machin. La deuxième fois, vous trouvez ça cool quand même, c'est pas mal, quoi. Vous sortez, machin. Troisième fois, et la quatrième fois, il y a un truc qui se passe dans le cerveau. Et alors, je le dis à tous les distributeurs, mais vraiment, hein, la quatrième fois, le magasin d'après, vous ne comprenez plus. Il faille s'arrêter pour payer une caisse. Non, mais c'est un truc. J'ai vécu cette image où je me voyais faire exploser la caisse. Il a zéro rentabilité avec ça. Il perd du pognon à jet continu, tellement c'est complexe avec Amazon Go. On est d'accord aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est des magasins qui coûtent. Enfin, voir la techno. Les yeux de la tête. La techno, il y a 5 ou 6 technos cumulés à l'intérieur du magasin, donc c'est monstrueux. Mais néanmoins, c'est l'avenir. Ah, clairement. Parce qu'il va falloir qu'il le rentabilise à un moment, son magasin, quand même, là. Ça veut dire qu'il va le rentabiliser dans les prix. Non, mais clairement, c'est un truc de fou. Franchement, à vivre, c'est un truc de fou. Ça veut dire que le consommateur auquel il s'adresse, parce que c'est des petites surfaces, donc on imagine que c'est dans des centres-villes, oui. Finalement, ça lui importera pas beaucoup plus de payer son sandwich 1 € de plus, si jamais, comme vous le décrivez, vous décrivez un gars en roller qui s'arrête même pas. Oui, bien sûr. Vous l'avez vraiment vu, celui-là? Ça a duré 1 minute. Parce qu'en fait, le portique, quand vous avez franchi le portique, vous avez 2 mètres à faire, et vous avez toutes les salades, tous les produits frais en fait qui sont en face de vous. Donc en gros tout est fait pour qu'en 30 secondes vous puissiez faire vos courses et repartir. Donc tout est fait pour aller très vite. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on vous félicite. Il y a un truc qui m'a marqué, moi, c'est que vous sortez du magasin et on vous envoie une notification, ils disent bravo, vous avez fait vos courses en 5 minutes. Bon. Donc il y a une espèce de voilà. 10 000 brevets, c'est le premier truc que j'ai appris. Le deuxième, en fait, c'est au moment de la genèse, et ça c'est très intéressant. C'est que donc au départ, tout le monde sait que c'est une librairie, mais en fait, ce qui va vraiment faire décoller la librairie, ce sont les livres rares. Ouais. D'ailleurs, c'est totalement contre-intuitif avec ce qu'Amazon est devenu. Tout à fait. Tout à fait. En fait, ça, c'est un peu le marché qu'il a voulu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une offre aussi puissante et aussi forte et aussi large et aussi profonde dans le livre. Il s'est aperçu assez rapidement que le livre était une cible assez facile, puisqu'il a commandé des livres sur des sites e-commerce, donc c'était Barnes & Noble à l'époque, et le pli est arrivé tout abîmé, le livre était abîmé, il s'est dit, bon, en fait, il y a un business à faire, parce qu'ils ont pas tout compris. Donc il est arrivé là-dedans, et il s'est dit, c'est effectivement une cible, la catégorie du livre était une cible assez maligne. Et d'ailleurs, il a eu raison, puisque finalement, c'est une façon de faire du e-commerce, dans un univers où les concurrents sont pas si puissants que ça, et donc il a pris assez rapidement une place absolument phénoménal. Et surtout auprès des universitaires, des professeurs, des chercheurs, qui grâce à lui ont trouvé des bouquins qui étaient assez rares, effectivement. Ce qui tout de suite lui a donné cette idée qu'il fallait en fait une œuvre très très large. Ouais. Et une offre très très large, ça vous amène tout de suite dans le défi logistique, en fait. Exactement. Et notamment ce qu'on appelle le long train, c'est-à-dire énormément de références, mais en petite quantité. Ouais.
Voilà. Et c'est le succès. Alors, moi, ce que j'essaie d'expliquer souvent, c'est que Jeff Bezos, avant tout, c'est un logisticien. C'est-à-dire que toute la première partie de la création d'Amazon, c'est uniquement de l'entrepôt. D'ailleurs, il porte au nu un gars qui un jour a eu l'idée de dire à Noël, faut arrêter de faire les paquets cadeaux par terre, on va acheter des vieilles portes pourries, on va les mettre sur des tréteaux et on va faire les paquets cadeaux comme ça. Et il a trouvé ça absolument fantastique. Donc, il est dans des idées comme ça, extrêmement simples, extrêmement basiques, qui vont changer au fur et à mesure son modèle. Je reprends la phrase de ce que tu disais au début parce que je la cherchais. Un point de vue vaut 30 points de QI. Ouais. C'est ça, en fait, le truc. Ah oui, voilà. Même en management, il est assez impressionnant. Oui, mais c'est la vision. Un point de vue vaut 30 points de QI. C'est ça, tout à fait. Ça, le syndrome de Et cette histoire du missionnaire contre le mercenaire, là. Ouais. Parce que ça aussi, c'est une vision. C'est-à-dire qu'en gros, il est... Vas-y, mais je te laisse. Il est très... comment dire? Comment expliquer ça? Alors, bon, moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas rencontré encore. Hein. J'aimerais bien le faire, d'ailleurs. Voilà. J'ai envoyé mon bouquin. Je sais qu'il a reçu. Mais il y a cette idée quand même de quelqu'un de très engagé. En fait, il veut des collaborateurs avec lui qui sont très engagés et qui aient une vision et qui portent cette vision. Voilà, C'est-à-dire qu'il est obsédé par la vision. Après, ce qui est bluffant, mais bon, c'est un ingénieur informaticien. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le savoir-faire. Et derrière, après, il faut construire les idées qu'il imagine. Bon, qu'est-ce que j'avais encore noté? Ah oui, le meilleur service client, c'est celui que le client n'appelle pas. Ouais, ça aussi, il y a comme ça des espèces de... Il y a le petit livre rouge, on va dire, des maximes de Jeff Bezos. Il y a des phrases comme ça qui sont fantastiques. Mais c'est le modèle Amazon. D'ailleurs, ce qui me donne pas mal d'espoir pour la distribution en général, c'est que la distribution qui sera capable de continuer à mettre des gens en face des clients aura toujours un avenir en face d'Amazon, parce que le but d'Amazon, c'est d'avoir un système qui fonctionne. Certainement pas de mettre des gens en face du client. Oui, parce qu'il n'a que, et ça aussi, j'étais surpris du chiffre, 310 millions de clients dans le monde. Alors ça, c'est... Oui. C'est pas... C'est pas mal. Ouais, enfin, Facebook, c'est 2 milliards, tu vois. Je pensais franchement que c'était plus. Facebook, c'est pas des clients encore. 310 millions de clients dans le monde, dont combien? 100 millions d'abonnés Prime. 150 aujourd'hui. 150 millions d'abonnés Prime. Voilà. Et c'est ça, le Prime, c'est le deuxième effet qui a été Prime, c'est le deuxième effet du succès, en fait. Ouais, c'est-à-dire que Prime, on le voit d'ailleurs, c'est-à-dire que vous doublez quasiment le ticket moyen dépensé annuellement par un Américain grâce au programme Prime. Ouais. C'est-à-dire que vous rentrez dans l'écosystème avec Prime, le contenu qui est offert, tout ça participe finalement à cultiver le client et à le développer. Bon alors, moi je lis le bouquin de Vincent, et surtout, au départ, on feuillette, on regarde, etc. Je dis, waouh, les failles d'Amazon. Génial. Ouais. Les failles d'Amazon. J'ai les cherché, ouais. Eh ben ouais, mais tu les as pas vraiment trouvées, en fait. Tu dis, malheureusement pour toi, c'est quand tu étais en train d'écrire le bouquin, il pourrait céder sa place. Ouais. Oui, voilà, c'est fait. Ouais, c'est fait. A priori, la planète tourne toujours dans le même sens. Ouais, et Amazon tourne toujours dans le même sens. Ce que je dis dans le bouquin, c'est que même s'il part, ça va tourner encore un moment sans lui, ça, clairement. Clairement. Ça va tourner un moment avec lui, tu veux dire? Non, sans lui. C'est-à-dire que même le jour où il va s'arrêter, il y a une culture Amazon qui est extrêmement forte. Mais oui. Et puis, il a des dépôts de brevets. Il est sur une inertie à 15-20 ans. Mais tu penses qu'il a fragilisé Amazon, là, en partant quand même? Non, parce qu'il est parti au bon moment. Au moment où quasiment l'action est au maximum. Elle est à 3 000 $ l'action. Ce qui est absolument incroyable. Il faut savoir que quand j'ai commencé à travailler sur le bouquin, elle était à 1 000 $. J'ai pas acheté d'action. Oui, mais ça, puis c'est des flux boursiers, c'est jamais... Ah non. Elle était à 1 000 $, elle est montée crescendo, tranquille, jusqu'à 3 000. Et là, ça fait depuis quelques temps qu'elle est entre 2009 et 3 000. À un moment, tu as un effet moutonnier des marchés qui sont pas forcément corrélés, tu vois, avec le génie... Des analystes financiers qui disent qu'elle pourrait monter à 4 000, 5 000 $. Mais non, mais les analystes financiers, ils disent ça une fois que... Tu comprends, c'est ça le problème, ils courent derrière... Oui, enfin, disons qu'elle court derrière la victoire, les analystes financiers. Elle était déjà... Bon, mais attends, parce que dans les failles, la seule que tu trouves, en fait, vraiment, c'est la pression sociale, en fait. Il y en a une autre depuis. Alors, vas-y. Il y en a une autre. Alors, qui n'est pas écrite dans le bouquin, alors? Non, parce que... Ah bah merde. Non, alors, Donc, tu dis la pression sociale, et ça, on le vit. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va devenir le grand méchant. Et ça, c'est pas possible quand vous faites du commerce. Ouais, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué pour lui. Même si les choses peuvent s'arranger, ça va quand même devenir très compliqué parce qu'il incarne
il incarne un truc qui est cette espèce de débauche du e-commerce avec notamment les problèmes d'RSE, de gaspillage, etc. Ça, c'est assez compliqué pour Algérie. Alors, ils se sont engagés, ils ont mis des fonds, ils ont prévu de décarboner. Tu sais, ce qui doit en partie être faux d'ailleurs, hein, parce que, enfin, à chaque fois, moi, c'est tu l'as dit toi-même, le génie logistique d'Amazon, par rapport à moi allant faire mes courses et passant dans une dizaine de magasins, je pense que je bouffe plus de carbone que... Ouais. Enfin bon, voilà, c'est juste... Oui, non, mais ça fait partie des... Je sais, ça fait partie des... Bon, c'est un dossier de la FEVAD là-dessus qui est très intéressant d'ailleurs. Mais il y a un sujet là qui est très intéressant, c'est-à-dire que j'ai écrit un papier il n'y a pas longtemps là-dessus. Vous avez toute une première phase qui a été le développement d'Amazon sur le non-alimentaire. Ça a commencé par le livre et puis la propagation à tous les secteurs. Bon. Et finalement... La sidération des distributeurs, la difficulté à se réorganiser pour bien comprendre le modèle Amazon, tout ça a fait que Amazon s'est développé assez facilement. Là, il y a un deuxième sujet qu'ils sont en train d'attaquer, qui est la distribution alimentaire, qui est quand même le cœur du moteur d'énormément de gros distributeurs en France et en Europe. Et surtout, c'est un autre défi. C'est-à-dire que finalement, le défi logistique du non-alimentaire n'est pas celui de l'alimentaire, d'accord ? L'alimentaire, c'est une distribution du quotidien, de la qualité produit, du sourcing. Donc il y a des enjeux là-dedans qui sont... Et puis il y a des boîtes qui sont... entre guillemets, beaucoup plus solide que le pure player du livre ou que le pure player même de la télévision. Finalement, c'était des gens relativement fragiles. Là, on touche à un marché qui est absolument monstrueux, l'alimentaire, qui est quotidien, qui pèse très très lourd, et des acteurs qui sont quand même organisés avec un maillage national. Et alors, ce qu'on a fait là, nous, récemment, avec mon équipe, c'est qu'on a regardé la résilience de Walmart. Ce qui est génial avec Walmart, c'est qu'on voit que très vieux modèle, un modèle discount, de proximité avec les Américains. Alors, le contrat qui a été passé entre Walmart et ses clients n'a jamais été rompu. Ils se sont toujours engagés sur les prix les plus bas, sur une espèce de responsabilité vis-à-vis d'eux. Vous savez, c'est save money, quoi. C'est comment, chez nous, vous allez économiser de la monnaie pour live better, pour mieux vivre. Et en fait, on constate aujourd'hui que Amazon est en train de continuer à croître. On est à 380 milliards de dollars. Enfin, c'est juste colossal. Hein. Walmart, c'est 550. Donc, on peut se dire que le gap est pas si énorme. Pour autant, Walmart continue à croître. Les investissements qui ont été faits dans le numérique par Walmart sont en train de payer. Ils ont mis en place Walmart Plus, qui est un programme de fidélisation qui fonctionne, qui propose notamment aux Américains des réductions sur l'essence. Ce que ne peut pas promettre aujourd'hui Amazon. Et on voit qu'ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Et dans la guerre, quartier par quartier... Grâce à l'alimentaire. Exactement. Absolument. Mais un alimentaire rénové, vous savez, Absolument. c'est cette citation qui dit que pour que rien ne change, il faut que tout change. Vous savez, c'est la fameuse phrase sur la cavalerie. La cavalerie qui était au départ quelques cavaliers à cheval, c'est devenu des tanks. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on voit que c'est pour ça qu'il a racheté Whole Foods. C'est-à-dire, il est conscient de ça lui-même, que l'alimentaire est un truc. Mais c'est vrai que tu l'as constaté. Il se trouve que Rodolphe Bonas, par exemple, qui est venu, CACOM, etc., qui a visité Whole Foods récemment, dit il n'y a pas d'effet Amazon. Je ne vois rien de différent. Non, pas sur Whole Foods. Pas d'effet Amazon, effectivement. Non. Donc c'est là. Mais Whole Foods, en fait, de mon point de vue, Whole Foods, c'est la supply chain. C'est le sourcing alimentaire. Oui, mais c'est parce qu'il est parfaitement conscient que c'est une faiblesse, effectivement, si l'alimentaire... Il va falloir qu'il s'occupe et qu'il se gère, entre guillemets, qu'il puisse fournir ses magasins pour... D'accord, mais ça veut dire qu'il faut que ceux qui sont effectivement les distributeurs alimentaires et qui ont aujourd'hui une clientèle captive, pour pouvoir s'en servir comme d'un levier, il va falloir qu'ils fassent les investissements que Walmart a fait, justement. En livraison. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Pas seulement en livraison, en tout. En numérique, bien sûr, parce que Walmart a décidé aussi de se battre sur le non-alimentaire. Bien sûr. Hallucinant. Mais surtout, on voit aujourd'hui, Walmart est en train de tester de nouveaux magasins. Alors, c'est marrant. Il nous reste 50 secondes. J'ai fait comme Amazon. Je suis allé chercher les dépôts de brevets de Walmart. C'est très intéressant parce qu'ils ont déposé les brevets de magasins, des magasins entrepôts où tout le toit, en fait, est plein de produits qui descendent avec toute une logistique derrière, des drones, des voitures autonomes et des gens aujourd'hui qui vont livrer jusque dans le frigo des clients. Voilà pourquoi il fallait laisser Couche-Tard faire un accord avec Carrefour. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'était une opportunité pour Carrefour, clairement. Pour grossir et pour avoir une capacité d'investissement. Mais oui, mais c'est ça le truc. Pour justement que ce soit pas main basse sur le futur. Voilà. Bon, merci Vincent. Merci à vous. On repart les amis, et donc on repart avec Pauline Leclerc. Bonjour Pauline. Bonjour Stéphane. Perle d'histoire. Perle d'histoire, ouais, c'est notre aventure, je vous le présente.
Non, juste, on va raconter un peu. Donc, j'ai mis mémoire des entreprises face au Covid. Enfin, voilà, il faut que ça rentre dans les... Mais alors, oui, un mot de perle d'histoire, parce que depuis combien de temps Perle d'histoire existe? 12 ans. Ouais, 12 ans. 12 ans, c'est vraiment une aventure entrepreneuriale. Au début, c'est l'idée qu'on file en se disant, tiens, moi j'aimerais tellement mieux connaître l'histoire de ma famille, et puis d'histoire de famille aux histoires d'entreprise, et la découverte d'un métier génial, passionnant, qui est l'ingénierie historique. L'ingénierie historique. Ouais. Ça vous semble un peu abscon? Vas-y, raconte-moi ça. Non, mais effectivement, l'ingénierie historique, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un mot notamment que Florence Descamps, qui est chercheure à l'EPHE, nous a soufflé, et qui est le marché de l'histoire. Et il existe un marché de l'histoire, et donc nous, on est une agence, aujourd'hui une agence de 10 personnes, et qui s'est spécialisée dans la préservation et la valorisation de l'histoire des entreprises. Voilà. Donc on accompagne les boîtes pour vraiment structurer leurs ressources patrimoniales. Donc on a 2 grandes familles de métiers, une grande famille autour des archives. Donc là, c'est vraiment travailler sur les ressources, les archives, la mémoire, les collections, les lieux qui font l'histoire de l'entreprise. Et puis une autre activité qui est la médiation culturelle. C'est quel est le meilleur moyen pour transmettre cette histoire. Et pour chapeauter tout ça, on se refait pas. J'ai commencé dans le conseil. On est aussi des consultants, et consultants en stratégie patrimoniale, c'est-à-dire vraiment aider les boîtes à identifier, quand elles ont le sentiment que ça peut servir à quelque chose, finalement, quels sont les enjeux auxquels l'histoire va répondre. Parce que d'avoir l'histoire, c'est bien beau, mais en fait, à quoi ça sert? Et donc voilà, on accompagne les entreprises. Je te poserai une question sur à quoi ça sert, mais avant ça, il y a des chartistes, parce que c'est école des chartes, il y a des pour... Oui, exactement. Il y a des chartistes dans ton équipe aujourd'hui? Tout à fait, dans notre équipe. Alors, selon les 2 pôles que je t'ai décrits, dans la partie archivistique, c'est Valérie Marchal, effectivement, chartiste, qu'on a la joie d'avoir chez nous. Et donc, Valérie, elle était avant responsable du service patrimoine de l'INPI, donc tous les brevets, tous les propriétés industrielles. Hein. Exactement. Et chez nous, donc elle est vraiment là pour mettre en place des politiques d'archivage, pour faire respecter les normes, pour faire respecter les RGPD, pour accompagner les entreprises dans l'accès à l'information. Parce que finalement, c'est aussi un sujet d'actualité. Bien sûr. On n'est plus au bureau au quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à la bonne info au bon moment? Donc là, il faut structurer un peu les archives. C'est passionnant, Pauline, et j'ai l'impression qu'en plus, donc, il y a 12 ans, tu as été visionnaire, parce que pour moi, ça colle avec deux injonctions aujourd'hui qui pèsent sur les entreprises. Il y en a beaucoup, mais deux. La première, c'est quand même qu'on leur demande assez régulièrement de rendre des comptes. Ouais. Et effectivement, l'archive est une preuve. Voilà. Complètement, l'archive est une preuve quand il s'agit de rendre des comptes par rapport à une décision, quand il s'agit de rendre des comptes parce qu'il va y avoir un procès qui va vous tomber sur la figure. Ou même devant l'histoire, c'est-à-dire on est aujourd'hui sur des mémoires qui s'entrechoquent, qui remontent d'énormément de communautés, et à un moment, des entreprises peuvent se retrouver au milieu de ces mémoires, sachant pas trop ce qu'elles ont pu faire il y a 20, 30, 40, 50 ans. Ouais, là, c'est effectivement, je vous rejoins pas mal là-dessus, et on a eu des sujets avec des clients qui nous ont dit, mais en fait... Est-ce que nous, on a quelque chose à voir avec ce sujet-là? Voilà. Que ce soit l'esclavage. Voilà. Quel est notre lien avec l'esclavage? Quel est notre lien avec l'utilisation de tel ou tel matériau qui, des années après, s'est avéré dangereux? Exactement. Voilà. Et là, effectivement, ça fait partie de notre métier, et de la particularité de notre métier, c'est qu'on dit aux entreprises, intéressez-vous à votre histoire et n'hésitez pas à le faire d'une manière scientifique pour vous en interne. Déjà, connaissez-vous, en fait, vous-même, un peu ce que vous dites sur quand la question va être posée, quand ce choc va advenir, qu'est-ce que je vais répondre? Et qui je suis, moi, là-dedans. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on propose notamment ce qu'on appelle, nous, un corpus historique, c'est notre jargon, mais c'est de faire un travail de recherche historique, scientifique, en interne dans les boîtes, pour pouvoir, source à l'appui, archive à l'appui, se dire où est-ce que j'étais, moi, dans cette histoire-là. C'est ça. Et quelle est mon histoire. Et puis ensuite, en fonction des opportunités, que ce soit des opportunités constructives ou des opportunités défensives, en mode un peu gestion de crise, de se dire sur quel levier je vais appuyer, quelle est la thématique et quelle est ma réponse, quoi. Ouais, complètement. C'est super intéressant. Et l'autre élément, alors celui-là plus positif, c'est toute cette histoire de raison d'être. Oui, complètement. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui remonte en plus énormément. Voilà. Ouais. C'est quelque chose qui remonte énormément et on le voit alors, dans la réflexion sur qui on est, fondamentalement, quand on se dit, finalement, quand on revient aux origines, il y a ces éléments-là de la mission, c'est de se dire, pourquoi est-ce que j'ai été créé? Quelle a été l'intuition du fondateur au début? Et dans la strate, c'est là-dedans, dans ce terreau-là, qu'on peut retrouver des éléments qui vont nous dire qui je suis aujourd'hui, quand parfois on s'est un peu éparpillé. Et on a eu comme ça la demande d'un industriel. C'était le dirigeant qui disait, OK, alors, au début, on a fait des raffineries. Ensuite, on s'est mis à faire des locomotives. Ensuite, aujourd'hui, on fait des machines-outils. Mais en fait, qui on est?
pourquoi est-ce qu'on est passé comme ça d'un métier à un autre et c'était assez génial. Et je trouvais que sa question était fabuleuse. Bien sûr. Parce que ça permet de trouver le fil conducteur et de contextualiser. Dire, en fait, nous, on a suivi l'innovation, quoi. C'est ça. Et j'imagine, eux, le fil conducteur, c'était l'excellence industrielle ou quelque chose comme ça. Voilà. Exactement. Donc, il y a un moment, c'est de retrouver ce fil rouge qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui, comprendre les évolutions et comprendre qui on est. Donc, dans la raison d'être, effectivement, ça se retrouve carrément. Et donc, c'est pour ça que merci de me poser cette question-là, parce que ça peut être réducteur quand on parle d'histoire d'entreprise à de la com'. Mais en fait, c'est fondamental de voir à quel point ça irrigue. Nous, c'est un peu notre mission depuis 12 ans, là. C'est vraiment de se dire... Le patrimoine est une ressource de dingue, c'est un capital vraiment au sein de l'entreprise et que pour pouvoir en tirer toute la sève, il faut le connaître, il faut l'organiser, il faut le digitaliser, il faut le rendre disponible et accessible. Et donc pour la raison d'être et la strate, ça c'est sûr, pour l'innovation à fond. Et le faire comme vous le faites, c'est-à-dire le faire de manière scientifique, je vais presque dire robuste et opposable. Oui, c'est le but. Ouais. Tout le monde en fait, en gros, l'histoire, elle se retrouve là... mise à toutes les sauces. Tout le monde utilise l'histoire, tout le monde se sert de l'histoire pour porter tel ou tel propos. Et puis on raconte des histoires parce que quand on raconte des histoires, on sait qu'on va toucher les gens. Oui, mais à un moment, j'arrive. Non, ça c'est voilà. Nous, on est ça et on a tout le corpus scientifique derrière qui nous permet de dire qu'on est ça et d'aller contester si. Exactement, d'aller contester, d'aller enrichir, contester. J'en discutais avec une amie qui est responsable du patrimoine d'une marque et qui me disait, mais nous, on s'en sert aussi pour tous les procès en contrefaçon. Parce que quand on a justement la preuve de, en fait, c'est nous qui avons créé ce produit à telle époque, et en fait, ce qui arrive derrière, qui est copie conforme de ce qu'on a fait, et de la contrefaçon par rapport à ce qu'on a fait. Effectivement, cette robustesse, elle est vachement importante. Est-ce qu'il vous est arrivé de trouver des trucs les entreprises, oui, mais que peut-être même elles, en fait, ignoraient ou non, il n'y a pas... Si, alors j'ai justement une histoire dont j'avais envie de vous parler qui était assez géniale. Ils en avaient l'intuition. Ils ignoraient pas complètement. Après, des personnes, en fait, il y a celui qui est le commanditaire qui peut avoir l'intuition, dire mais là, je sais qu'il doit y avoir quelque chose. Et puis ensuite, il y a toute l'entreprise. Et là, il y a vraiment souvent un gros gap entre les deux. Et donc là, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les vins et spiritueux, et qui nous a dit, voilà, on a racheté cette entreprise, on aimerait bien connaître l'histoire de cette boîte, parce qu'on est en train de la redéployer complètement d'un point de vue marketing. Super intéressant. Donc c'est dont je vous parlais, c'est le côté corpus. On a fait ce boulot-là pour eux, en interne. Il n'y avait pas de sujet de transmission pour l'instant, mais c'était réflexion stratégique sur où est-ce qu'on veut emmener cette boîte qu'on vient d'acheter. Et donc, on a fait un gros travail de recherche historique dans les archives. Dans ces cas-là, on y va, on se déplace, on va aux archives municipales, on va aux archives départementales, on va à la DRAC et tout pour retrouver. Et là, c'était génial parce qu'ils ont commencé à Tain-l'Hermitage, ensuite ils sont partis à Bordeaux, ensuite ils sont partis en Bourgogne. Et en fait, on a retracé une sorte d'itinéraire, parce que c'était une boîte familiale, donc de génération en génération. Et ça leur a donné une légitimité sur chacun de ces marchés-là. Et des gens en interne, après, ils ont fait ça pour tous leurs commerciaux. On a raconté toute l'histoire aux commerciaux. On a dit, mais on ne savait pas. On ne savait pas qu'on avait été en Bourgogne, alors que c'était quand même une grosse filiale pour la boîte. C'était passé à la trappe parce que ça va très vite avec les sessions de boîte. Non, mais c'est encore plus intéressant que la boîte qui rachète, en plus, elle a toujours un problème, surtout si c'est quelque chose d'humain et une activité très humaine, elle a toujours un problème de légitimité. Et tout à coup, la boîte qui rachète fait « Et en plus, je vous apporte votre histoire, les gars. Et non seulement je vous respecte, mais je fais plus que vous respecter. Je vous en apprends sur vous-même et je m'inscris là-dedans. » C'est extraordinaire. Il faut que toutes les fusions-acquisitions fassent ça. Ah, ça serait canon. C'est toujours un gros sujet. Surtout là, celle auquel je pense, si on pense celle du moment, la Veolia Suez. Alors, pour le coup, là, sur Suez... là. Ouh on viendra après, parce que là, pour l'instant, c'est un peu chaud. Mais tu sais, juste parce que je me souviens très bien... pardon, je vais la faire très, très courte, mais Gérard Mestralet. Donc, la compagnie du canal de Suez, parce que c'est quand même ça, qui est intégrée à un moment dans, je me gourre toujours, Générale ou Lyonnaise des Eaux, je crois que c'est la Lyonnaise des Eaux pour Suez, et qui ressort en banque. Et quand Gérard Mestralet, à l'époque, patron donc de ce qui était Suez et puis qui est devenu GDF Suez, était pris à partie par des actionnaires parce que... Mais il était comme ça, il accrochait la table. Mais vous savez d'où on vient ? C'est ça. C'est hyper fort. Hyper fort. Ouais, c'est hyper fort. Non, mais ça donne effectivement une légitimité, un ancrage, une crédibilité qui est fondamentale. Bon alors,
Pauline, on fait blabla, Ouais. mais mémoire C'est des le cœur du entreprises, métier. mémoire des entreprises face au Covid. Donc, Oui, ça c'est l'actu. voilà, ce que tu as décidé de faire, c'est enregistrer des dirigeants, c'est ça? Oui, ça c'est effectivement notre actualité, c'est la prise de conscience du premier confinement, mars l'année dernière, où le coup près tombe, hein, on est tous chez nous, assignés à résidence, et là on se dit on est en train de vivre un truc exceptionnel. Et comme vous le disiez, on est des historiens, on est des chartistes, on est des historiens de l'art. On s'est dit, nous, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de créer les sources d'archives de demain. C'est de se dire, ce moment qu'on va vivre, il faut qu'il reste dans l'histoire. Et l'histoire, elle dépend des traces qu'on en laisse. Et donc, donc on s'est mis en musique. Il y avait cette obligation. On était allé voir les archives nationales. Alors, il y a une branche des archives nationales qui s'appelle les Archives nationales du monde du travail, qui est à Roubaix, donc qui dépend du ministère de la Culture. Et on leur a dit, écoutez, il faut qu'on documente ça. On va faire l'histoire de la décision à travers la mémoire des dirigeants. Est-ce que ça vous intéresse? Alors qu'ils étaient tous chez eux, c'était non essentiel, tout était fermé. Ils ont dit, ah, c'est génial, on prend. Et donc, on s'est dit ensemble, maintenant, il faut que ce soit faisable. Nous, ce qu'on fait, c'est un service d'intérêt général. Donc, ce sera un don. Et donc, on a rassemblé ensuite des partenaires. Il y a des mécènes. Il y a KPMG qui nous accompagne en tant que mécène. Il y a l'Observatoire B2V des mémoires également. Et puis, il faut qu'on tire des enseignements de ce qu'on est en train de vivre, de tout ce que les patrons vont nous donner. Et donc, le SCP. Ce partenariat, le SCP, c'est les chercheurs. C'est l'école. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. L'école de management, et c'est des chercheurs derrière, c'est des enseignants-chercheurs qui vont pouvoir prendre la matière et commencer pour maintenant à tirer des enseignements. Alors, c'est ma première le question. management, Donc, combien tu en fais des entretiens? 40? 40, ouais, on 40 est à 42, entretiens. ça nous a un petit peu... Voilà. Des SBF 120, plutôt des grands patrons, lourdes responsabilités. Ouais, on a commencé par des gros, Ouais. en se disant, c'est le rêve d'aller voir tout le monde, mais à un moment, il y a aussi une limite de moyens. Et donc, les gros, on a 40 dirigeants, CAC 40, ETI. ADP, Nexens, Pierre et Vacances, Renault, Sodexo. Ouais. Total, et Pouyanné, il vous a... Ouais. Accordé une demi-heure. Ils sont super, hein, parce que Non, mais ça- c'est vraiment ça- eux un don qu'ils font aussi à l'histoire. Hein. Ah oui, mais Ouais. ça prouve aussi, l'importance. Eux-mêmes ont Du choc. conscience. Ah, Ouais. Complètement. Parce que pour que Pouyanné vous donne une demi-heure, Mm. j'aimerais bien qu'il me la donne. moi. Non, mais c'est vrai qu'on a été... il y avait un peu un pari, de se dire, est-ce qu'ils vont avoir la disponibilité pour nous donner leur témoignage. Et en fait, on a été très agréablement surpris. Ils ont vécu un truc qui était tellement dingue. Ils ont été très fiers de leurs équipes. Ils ont mis en œuvre des choses inhabituelles et ils se sont dit, il faut que ça reste dans l'histoire. Ils ont vraiment été sensibles à la démarche. Et donc, effectivement... 30 minutes, des parce grands que, noms, quoi. enfin, je pense que tu voulais plus, mais c'est pour justement avoir C'est leur pour avoir de la disponibilité. disponibilité, c'est parce qu'on était sur un sujet très précis qui était l'histoire de la décision. Donc, il y a une dizaine de questions, c'est les mêmes questions pour tout le monde. C'est ça, c'est normé et scientifique. Hein. Ouais, c'est normé. Le but, c'est vraiment de créer de l'archive. Et là, ce qu'on réalise, c'est une campagne d'archives orales. Donc, ça a été normé. Normé au début méthodologiquement dans le questionnaire, qui est le même pour tout le monde, sur le choix de la thématique. Et puis, normé derrière dans l'analyse, parce qu'on fait des trucs archivistiques, donc des fiches chronothématiques, des fiches témoins, des fiches enquêteurs, pour que ça devienne vraiment une archive. Et quand vous allez avoir le chercheur qui va se mettre dedans, il sache, ah bah ok, donc ça a été interviewé par machin associé de KPMG, par exemple. Et donc, il peut y avoir un biais dans l'interview, mais ça, l'historien doit le savoir. Ça a été fait à tel moment et à telle date. Donc, à telle date, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour Total? Ah bah voilà, chute du prix du baril, machin. Voilà, pour qu'il puisse avoir les éléments de contexte qui font qu'il va pouvoir étudier le témoignage et en ressortir vraiment quelque chose. C'est ce qui le distingue avec une interview qui va être intéressante aussi pour l'historien, mais qui ne sera pas Bien sûr, documentée là. mais tu dis ils vont pouvoir s'en saisir tout de suite. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 30 ans les archives, normalement. Ah Celles-là ne ouais. sont pas soumises... En termes de disponibilité. Oui, en termes de Ici, disponibilité. il y a un gros boulot qui a été la gestion des droits d'utilisation de ces Ouais. témoignages. Et on a donné le choix à chaque dirigeant. Et donc, il peut soit tout de suite céder son témoignage, Ouais. soit le céder uniquement en salle de lecture. Donc, il faut aller à Roubaix, et voilà, c'est plutôt une démarche d'historien, soit le garder confidentiel pendant 25 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ça, selon le Code du patrimoine, c'est le secret des affaires. Donc, mais vraiment, à notre aussi Qui l'a grand gardé, bonheur... qui le garde au secret ah ouais, c'est pendant ça. 25 ans? Non, ça, on vous le dira pas. Mais par contre, j'ai fait le petit calcul pour m'amuser. Il y a plus de 90% qui ont dit tout de suite. Oui, je comprends. Ouais. Je comprends aussi que, par exemple, j'en sais rien vraiment, mais je vois dans ta liste Renault, à un moment où c'était doublement compliqué Ouais, pour eux. c'est chaud. Voilà, peut-être que lui, il dit... en tout cas, s'il est sincère, je pense, s'il est sincère avec toi, il a dû Il dire dit, laissez ça de côté un Voilà. petit peu Et quelques c'était années. bien, là. effectivement, comme Ouais. vous le dites, de pouvoir donner cette voix à la sincérité et à l'authenticité. C'est ce C'est qu'on ça. va rechercher. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ils n'avaient pas le questionnaire en avance. Donc, ils avaient la possibilité de rendre le truc confidentiel.
voilà, l'objectif, c'est vraiment que ça fasse date, quoi. Et donc, très vite, tu dis grande fierté. Ouais. Moi, j'ai posé la question, puis maintenant j'ai arrêté, mais à chaque fois, je posais la question, pareil, aux grands patrons, quand même, ceux qui avaient des très lourdes responsabilités. Qu'est-ce que tu as appris? Ouais. Et tous, c'était sur les possibilités d'agilité d'une organisation humaine qu'ils ne soupçonnaient pas. C'est ça qui ressort aussi. C'est ça qui ressort. Et ce qui ressort aussi, et ce qui était assez étonnant, inattendu, comme nous le disait Jean-Philippe Bouillot, là, chercheur à l'ESCP, c'est qu'en fait, ça a été une phase d'accélération. Là où on se dit, tout le monde a été stoppé, potentiellement, il y en a même certains qui ont dû fermer, arrêter leurs usines. Quand on parle de hauts fourneaux pour le groupe Pochet, c'est des choses lourdes. Mais en fait, ça a été aussi une occasion d'accélération parce que des choses qu'on pensait inamovibles, ont été obligées de bouger. Ouais. Des process logistiques, des process de fabrication. Voilà, on a été obligé d'approvisionnement, on a été obligé de faire autrement. Et donc, on a trouvé d'autres solutions qui vont perdurer. Donc cette agilité, ça a été très, très fort. Et cette accélération, c'est aussi des clients, des témoins qui nous ont dit on a fait le ménage dans notre portefeuille client. En fait, il y avait une question de survie. Donc, il y a un moment, on est obligé d'aller à l'essentiel parce qu'on ne peut pas approvisionner tout le monde. C'est dur, mais il faut choisir. Mais en fait, le choix qu'ils font, qui est un choix stratégique qu'ils font maintenant, c'est aussi tout ça de gagner pour la suite. Donc, voilà, ce genre d'accélération, M. Pouyanné nous en a fait part aussi. C'est des éléments importants. À partir du moment où on a une structure qui est bien gérée, qui est bien organisée, que la crise est gérée, le dirigeant, il maintient le cap, il maintient sa stratégie. Et là, il peut aussi accélérer dans cette phase. Donc ça, c'était assez inattendu, en termes d'apprentissage. Et puis, cette grande fierté, il y a vraiment des dirigeants qui ont témoigné en disant mes équipes m'ont bluffé. Et là, c'est toute l'émotion qui remonte, toute la fierté, et aussi les choix d'une organisation le plus décentralisée possible, le plus proche du local possible. Parce que dans les groupes internationaux, la réaction qu'il faut avoir en Chine, et puis ensuite en Italie, puis ensuite aux États-Unis, avec tout à fait. En cascade, c'était difficile, quoi. Donc c'est le local qui prend des décisions. On attend le bouquin, il faudra faire un magnifique bouquin avec tout ça, non? On va y réfléchir. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y a une journée d'études là, qui est organisée à l'ESCP en mars. Par Jean-Philippe. Et là, il va faire signe à quelques amis chercheurs. Lui est spécialisé en sociologie, tous ceux qui sont spécialisés plutôt en management, pour tirer des enseignements de tout ça. Est-ce que ce sera des articles? Est-ce que ce sera un bouquin? Est-ce que ce sera... On verra, mais effectivement, on a assez envie de le lire. Oui. L'histoire et les entreprises, les amis. Donc, Pauline Leclerc, perle d'histoire, notre invitée sur Bismart.